Je n'ai pas claqué la porte. J'ai simplement posé la clé sur le buffet, à côté du bol où l'on range les pièces jaunes, et j'ai serré la poignée de ma valise jusqu'à blanchir les phalanges. Dans l'entrée, l'odeur de lessive et de cire montait d'un radiateur tiède. J'entendais le bourdonnement du lave-vaisselle et derrière, la voix de ma belle-fille qui riait comme on referme un couvercle. « Ça ira, maman ?» a demandé Julien, sans me regarder, déjà tourné vers le salon où ses amis attendaient. Il avait ce ton de quelqu'un qui rend service en se débarrassant d'un poids. J'ai acquiescé d'un petit mouvement de menton. À mon âge, on sait que la dignité tient parfois à la manière de soulever une poignée. Dehors, la cage d'escalier sentait la peinture fraîche. Une voisine croisa mon regard, puis le glissa à mes chaussures, comme si j'avais marché dans quelque chose. Je suis sortie. Le ciel de Metz était d'un gris léger, cette couleur d'étain qui ne promet ni pluie ni lumière. J'ai tiré ma valise jusque sur le trottoir où ma vieille Clio dormait, une bosse à l'aile gauche, un plaid roulé sur la banquette arrière. J'ai ouvert, j'ai déposé la valise, puis j'ai fermé tout doucement. Il y a des soirs où l'on devient étrangère à sa propre vie comme à une ville qu'on croyait connaître par cœur. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont chères quand on a déjà payé si cher. C'était l'année où Philippe m'avait quitté, une tumeur cérébrale, ces mots cliniques qui font s'effondrer les meubles et les habitudes. Et l'année où mon atelier de tapissière avait été liquidé, les lettres du greffe, la chaise Louis-Philippe qu'on emporte sous vos yeux comme un petit cercueil d'érable. J'avais dit à Julien que ce serait pour quelques mois le temps de me redresser. On m'a offert une chambre d'amis, puis la chambre est devenue un débarras, puis une gêne, enfin un reproche qui respire. Il y a des métamorphoses qu'on reconnaît au silence. J'ai allumé le moteur pour chasser le froid. Le ronronnement a rempli l'habitacle comme un animal fidèle. Sur le tableau de bord, mon portable a clignoté. Un message vocal. La voix de Julien sèche. « Maman, ce week-end on reçoit. Tu comprends, c'est plus possible. On t'a aidé, maintenant il faut que tu trouves une solution. » J'ai posé le téléphone sur mes genoux. J'ai appuyé sur « Conserver ». On apprend très vite à garder les choses qui peuvent prouver qu'on n'a pas rêvé l'humiliation. Je me suis servi un fond de thé de ma thermos. Le liquide avait pris un goût de métal. Il y a 6 mois, j'avais encore des clientes qui venaient choisir des tissus, des bleus canards et des grèges qui changeaient la respiration d'un salon. Aujourd'hui, j'écoutais la pluie accrocher les essuie-glaces et je comptais mentalement mes billets serrés dans une enveloppe Kraft. Les indépendants n'ont pas droit au chômage, m'avait dit la dame de l'agence d'emploi, une phrase bien rangée dans sa bouche qui n'avait rien de personnel et qui pourtant m'avait traversé comme un vent d'hiver. Je me suis vue dans le rétroviseur, des cheveux gris relevés à la hâte, une bouche fine qui s'était beaucoup tue. J'ai pensé à Philippe, à son odeur de tabac froid, à ses mains sur ma nuque quand il disait « on tiendra ». Il n'était plus là pour tenir. Alors j'ai pris un petit carnet à élastique dans la boîte à gants. J'ai noté la date, l'heure, l'adresse, le nom de la voisine qui avait détourné les yeux et j'ai écrit « sortie »,« valise »,« clé sur le buffet »,« message vocal conservé ». Calligraphie droite. À partir de ce soir-là, j'ai décidé que je ne raconterais plus ma vie. Je la consignerais. La première nuit dans la Clio fut une école de géographie intime. On apprend le creux où caser ses genoux, l'angle où la buée épaissit moins vite, l'heure exacte où le parking de l'hypermarché se vide. À 4 heures, un camion est venu livrer des palettes. Le bruit sec a fait vibrer mon thorax. J'ai fermé les yeux pour m'imaginer ailleurs, la tête sur l'accoudoir de velours d'une bergère que j'aurais refaite. Le sommeil n'est pas venu, c'est lui qui se méfie de nous, quand nous avons trop déçu le monde. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai eu peur. Peur d'avoir faim, peur d'avoir froid, peur de m'habituer. Alors j'ai déroulé le plaid, j'ai remis le dos bien droit contre le siège et je me suis répété, comme un point arrière sur un tissu trop lâche. Tu as perdu, oui, mais tu sais coudre, tu sais tenir, tu sais garder le chaud, garder l'épreuve, garder le silence. Ce soir-là, je n'ai pas répondu à Julien. J'ai simplement cliqué sur « Sauvegarder » une seconde fois pour être sûr. Puis j'ai éteint le téléphone. Dans la voiture, on entend mieux ce que la dignité chuchote. Le lendemain,
j'ai découvert que le matin peut être plus dur que la nuit. La lumière blanche du parking a cédé à un ciel laiteux, et soudain, tout redevient visible, y compris soi-même. Je me suis débarbouillée avec une lingette, j'ai noué mes cheveux en chignon serré et j'ai repris le carnet. J'y ai inscrit l'heure et le lieu, puis j'ai tracé un trait long, comme pour séparer la femme que j'étais de celle qui allait apprendre à compter chaque euro. J'ai roulé jusqu'à la pharmacie la plus proche. J'avais besoin d'antalgiques pour mon dos qui protestait et de compresses pour mes chevilles, gonflées par la veille. J'ai tendu ma carte. Le petit bip a sonné faux, un refus sec, puis le regard de la caissière, neutre mais embarrassé, comme on enfile des gants pour ne pas toucher ce qui gêne. J'ai payé en espèces et j'ai senti dans ma paume le vide soudain du billet qu'on abandonne. Je suis sortie avec un sac léger qui me paraissait lourd. Sur le trottoir, le vent d'octobre passait sous mon manteau. La ville continuait sans moi. C'était presque apaisant de la voir tenir debout quand je chancelais. J'ai pensé à mon atelier, à l'odeur de colle d'os, aux rouleaux de toile qui faisaient un bruit de pluie quand on les déroulait. 3 mois plus tôt, tout s'était défait à la vitesse d'une lettre recommandée. Il y avait eu la visite de l'administrateur, les mots polis qui sont des couperets, puis la liquidation, les scellés, le greffier qui consigne et ne juge pas. J'avais rangé mes outils dans une caisse en plastique, j'avais embrassé la lampe articulée qui éclairait mes nuits, et j'étais sortie sans me retourner. C'est ainsi que les vies finissent, par un inventaire. Dans la voiture, j'ai bu une gorgée de thé tiède et j'ai ouvert mon téléphone. Un courriel de la banque m'attendait, solde insuffisant pour tel prélèvement. J'ai relu 3 fois, persuadé d'avoir mal compris. Le loyer de mon ancien atelier ne devait plus passer, les assurances avaient été résiliées. Pour vérifier, j'ai entrouvert l'application bancaire. Les chiffres m'ont sauté au visage comme des étincelles, des petits montants réguliers pour des services dont je ne savais rien. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée. Une partie de moi voulait fermer les yeux. L'autre, plus obstinée, posait déjà la question qui sauve. Comment le prouver? À midi, je me suis dirigée vers le centre social où j'avais entendu dire qu'on servait une soupe et un plat chaud. Une femme à la voix claire, Nadia, m'a demandé mon prénom puis m'a proposé de m'asseoir. À ma droite, un homme racontait son licenciement. À ma gauche, une jeune fille gardait les yeux dans son assiette. À tour de rôle, nous baissions les épaules pour avaler. Je me suis sentie à ma place, non pas parce que j'y avais droit, mais parce que je n'avais plus d'autre place. Nadia m'a parlé de domiciliation, de courrier, de droit. J'ai pris les papiers, poli, mais mon esprit était ailleurs, fixé sur les chiffres gris qui clignotaient encore sur l'écran de mon téléphone. En sortant, j'ai appelé Julien. Je me suis dit qu'il expliquerait, qu'il s'énerverait peut-être, mais qu'il finirait par entendre. La sonnerie a filé jusqu'à sa messagerie. J'ai raccroché, puis j'ai recommencé. La 3e fois, sa voix a jailli, contrariée. « Je suis au travail, maman, je peux pas. » J'ai parlé des prélèvements, de la pharmacie, de la carte refusée. Il a soupiré, un bruit de vitre qu'on essuie avec le dos de la main. « Écoute, je t'ai déjà dit, il faut que tu te prennes en main. On ne peut pas tout faire pour toi. » J'ai voulu dire que je ne demandais pas tout, juste un peu d'attention pour comprendre. Mais sa phrase suivante a tranché net. On en reparle plus tard. Puis, le silence. J'ai remis le téléphone sur le siège passager, au-dessus de mon carnet. J'ai noté l'heure exacte de l'appel, les mots, le timbre de sa voix et la sensation dans ma poitrine, ce mélange d'air et de cendre qu'on respire quand on accepte l'inacceptable pour ne pas perdre ce qui reste. Une bourrasque a couru sous la carrosserie. Au loin, la Moselle roulait sa couleur de plomb. Je me suis sentie extraordinairement seule et dans le même temps très tenue comme une couture qu'on a doublée au point arrière. L'après-midi, j'ai poussé la porte d'un supermarché et j'ai acheté des oranges, du pain et un morceau de fromage. J'ai comparé les prix, j'ai compté les pièces, j'ai renoncé à la confiture. De retour à la Clio, j'ai pelé une orange avec soin, les doigts tachés d'une odeur fraîche. J'ai pensé à Philippe, qui aimait les zestes confits et à la manière dont il en faisait des lanières pour le cake du dimanche. J'ai fermé les yeux pour ne pas trop sentir. Puis j'ai pris une décision simple, presque sèche. À partir de ce jour, chaque centime, chaque appel,
Chaque alerte serait notée, rangée, gardée. On ne me croirait pas parce que je suis la mère. Alors, je deviendrai enquêteuse de ma propre vie. Je n'ai pas de colère spectaculaire. Je n'ai qu'une patience exacte. La nuit venue, j'ai recouvert mes genoux du plaid et j'ai attendu que le sommeil, cette bête craintive, s'approche enfin. La troisième nuit, le sommeil m'a prise en traître et je me suis réveillée la nuque coincée, la bouche sèche, avec sur la langue un goût d'acier. J'ai ouvert la vitre de quelques centimètres. L'air froid m'a giflé de lucidité. Alors, comme pour reprendre la chronologie que la douleur avait brouillée, j'ai convoqué les semaines d'avant, celles où je vivais provisoirement chez Julien. Je revois la table dressée pour 4, sans assiette à mon nom. On me proposait de manger plus tard pour ne pas gêner le service, et la casserole refroidissait sur le coin de la plaque. Je revois la belle-fille poser une étiquette saisonnier sur mes cartons, alignés au cellier, comme si ma vie était un décor qui encombre. On m'avait donné une clé secondaire, celle qui bip après un temps de retard, celle qui avertit qu'on n'est plus tout à fait des leurs. Le soir, j'entendais des rires étouffés derrière la porte du salon. Le matin, la consigne tombait douce et sèche. Pas de lessive entre 7 et 9, ça réveille le petit. J'acquiesçais, petite, comme on plie un drap qu'on sait de trop. Un dimanche, j'ai préparé une soupe aux poireaux. J'avais mis de côté la meilleure louche, ajoutant un morceau de beurre pour la soie. La belle-fille a dit qu'elle faisait attention, calories, flore intestinale, ces mots d'époque qui camouflent la froideur. J'ai rangé ma louche dans un bol et j'ai mangé dans la cuisine, debout, à la lumière jaune. Ce soir-là, j'ai compris ce que ma présence coûtait à leur confort. C'était pas tant l'argent que le léger dérangement que j'introduisais dans leur scénographie. À partir de là, j'ai occupé le moins d'espace possible. Et l'espace, on me l'a pris quand même. Dans la Clio, je me suis frotté les mains jusqu'à sentir la chaleur remonter des paumes. J'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit à l'encre noire. Chez eux, j'ai appris à effacer mes bruits. Ici, j'apprends à respirer sans permission. J'ai refermé. À midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Claire? C'est Élodie, votre conseillère bancaire. Sa voix avait une politesse inquiète. Elle m'a parlé de petits prélèvements irréguliers, de plateformes de courses et d'un abonnement data au nom de ma micro-entreprise, pourtant clôturée. Je me suis tenue bien droite, comme si elle me voyait. Je peux vous recevoir à 15 heures si vous voulez. Et d'ici là, ne validez aucune opération, surtout pas par lien reçu par SMS. J'ai remercié. En raccrochant, j'ai senti un fil se tendre dans ma poitrine, non plus celui de l'angoisse, mais celui qui relie une femme à une solution. Je me suis lavé le visage aux toilettes d'une station-service, j'ai lissé mes cheveux avec un peu d'eau, j'ai remis du rouge à lèvres, c'était dérisoire et c'était nécessaire. J'ai vérifié 2 fois les captures d'écran des alertes, j'ai glissé mon carnet dans mon sac avec ma carte d'identité, le courrier du greffe, la petite clé USB où j'avais copié les messages vocaux de Julien. Je voulais arriver chez Élodie non pas comme une naufragée, mais comme une personne qui sait nommer les vaguelettes du naufrage. La marche jusqu'à l'agence m'a fait du bien. Metz avait cette lumière sèche d'octobre qui découpe les façades et les ombres avec équité. J'ai croisé une vitrine où s'alignaient des fauteuils crapauds, la garniture bombée, le tissu tendu comme une joue jeune. J'ai souri à l'idée de mes doigts qui savaient encore tendre, ourler, remettre du ressort. Une pensée s'est imposée, précise. La compétence est une braise. Elle couve sous la cendre de l'humiliation, mais elle ne s'éteint pas. Dans le sas de la banque, j'ai posé ma main sur la plaque froide. Élodie m'attendait, un gilet bleu, des lunettes fines. Son regard n'a pas glissé. Elle m'a offert un verre d'eau, a fermé la porte du petit bureau. Sur l'écran, les colonnes de chiffres étaient sages, blanches, grises. Les débits suspects formaient une litanie discrète. Vous voyez clair, ce sont de petites sommes mais régulières. Et surtout, regardez ce mandat CEPA. Il porte votre nom mais la signature. Elle n'a pas achevé. J'ai senti mes épaules se tendre. J'ai noté date, heure, intitulé, montant, référence du mandat. J'ai demandé d'une voix égale si les accès à mon espace en ligne laissaient des traces. Elle a hoché la tête. Des logs, oui, avec des adresses IP. Elle a ajouté plus bas. On va sécuriser et je vais vous orienter vers un avocat qui connaît ces dossiers.
À la sortie, j'ai respiré longuement. Le court vent d'automne a balayé ma nuque. Mon téléphone a vibré encore. Un message: on dîne chez des amis. Ne rappelle pas. J'ai levé la tête vers le ciel net. J'ai enregistré le message parmi les autres, sans un mot. La vengeance que j'entrevoyais n'avait rien de spectaculaire. Elle avait la patience d'un pointarière et l'éclat froid d'un reçu bancaire. J'ai repris la route de la Clio avec au fond de mon sac la première preuve que je n'étais pas folle. J'étais pillée à petites dents et j'avais désormais un rendez-vous avec la suite. La mémoire a ses caprices. Certaines scènes se brouillent, d'autres restent nettes comme une coupure fraîche. Le jour où Julien m'a mise dehors appartient à la seconde catégorie. Il avait annoncé un dîner important. Sa compagne rangeait des verres ballons, un torchon sur l'épaule. J'avais repassé mes 2 chemisiers, posé discrètement une tarte aux mirabelles sur le plan de travail. « Pas ce soir, Claire, on sera serré. » Le mot « serré » a glissé comme une chaise tirée trop vite. J'ai proposé de m'éclipser dans ma chambre, de lire. La réponse a été précise. Justement, on préférait que tu libères la chambre ce week-end. Je n'ai pas compris tout de suite que ce week-end commençait maintenant. Ils ont souri avec cette douceur polie qu'on réserve aux colis qu'on renvoie. J'ai rassemblé mes affaires, pliant avec méthode, comme pour garder la maîtrise d'un départ sans billet. Dans le couloir, la sangle de ma valise a mordu ma paume. Sur le buffet, j'ai déposé la clé, distincte du trousseau familial. Je me suis arrêtée dans le miroir de l'entrée. Une femme qui s'effaçait tout en restant droite. Puis j'ai descendu les marches, une à une, le cœur calé contre le sternum comme un objet qu'on protège. Dehors, l'air sentait la pluie. Je suis allée jusqu'à la Clio. J'ai ouvert. J'ai rangé la valise et le monde a rétréci à l'habitacle. Le soir même, je suis allée au commissariat. Une file courte, des regards qui se détournent par pudeur plus que par indifférence. Au guichet, j'ai demandé s'il était possible de signaler une mise à la porte sans procédure, pour laisser une trace. Le policier a hoché la tête, a prononcé les mots « main courante ». Il a tapé pendant que je précisais l'heure, les phrases exactes, la clé laissée sur le buffet. Sa neutralité m'a soulagée. Ce n'était ni une plainte ni un jugement, juste la matérialité d'un fait. On m'a remis un numéro, je l'ai glissé dans mon carnet, page du jour. En sortant, la nuit avait pris une densité calme. Les premières nuits dans la voiture ont établi des règles simples. Ne pas stationner 2 soirs d'affilée au même endroit, garder l'essence au-dessus du car, plier le plaid dès l'aube, se laver au robinet d'un square avant 7 heures pour éviter les regards. J'ai découvert la capitulation discrète de certains muscles et la ténacité de d'autres. Mes mains, elles, n'ont pas capitulé. Elles racontaient une histoire de fils tendus, de ressorts remis à vivre, de textiles domptés. Je les observais posés sur le volant et je me disais que tant que mes mains savaient faire, je pouvais encore m'orienter. Le lendemain, je suis revenue au centre social. Nadia m'accueillit avec un hochement de tête qui voulait dire « on continue ». Elle a parlé de domiciliation administrative, de récupérer mon courrier, de droit ouvert sous condition. Nous avons rempli des formulaires. Mon écriture ne tremblait pas. Elle m'a proposé de demander une place en foyer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait en moi une fierté bête, un reste de maison qui résistait. Puis j'ai pensé au froid, au dos, à la peau qui s'abîme vite quand on devient voiture. J'ai accepté. Nous avons préparé le dossier avec des pièces simples. Copie de ma carte d'identité, attestation de Nadia, traçage d'un parcours. Elle a regardé mon carnet sans curiosité indiscrète. Elle a compris qu'il était mon allié. Le soir, j'ai dormi dans un lit étroit, propre, au 3e étage d'un bâtiment qui avait connu d'autres vies. Au réfectoire, un potage fumait. Nous étions une vingtaine, chacun avec son silence et ses habitudes. J'ai appris 2 prénoms, oublié 3, gardé pour moi l'envie de réparation qui montait comme une eau profonde. Sur ma table de nuit, j'ai posé mon téléphone, mon carnet, le reçu de la main courante. Je les ai regardés comme on dispose ses outils avant l'ouvrage. Le surlendemain, Élodie m'a rappelé. Elle avait sécurisé mon compte, bloqué la carte, noté qu'aucune information ne devait être donnée sans mandat. Sa voix a baissé d'un ton. J'ai parlé d'un confrère avocat, maître Laurent Dubois. Il connaît ses dossiers, il pourra vous conseiller. J'ai pris le rendez-vous, mardi prochain,
15 heures. En raccrochant, j'ai senti quelque chose d'inédit. Non pas la colère, mais un calme affûté. La vengeance, si l'on veut la nommer, n'était pas un orage, c'était une météo précise, faite de dates, de pièces, d'attestations, de captures, de récépissés. J'allais m'y tenir comme à une couture qui ne lâche pas. Avant d'éteindre, j'ai rouvert le carnet. J'ai ajouté « domiciliation effectuée, demande foyer, numéro de main courante, rendez-vous avocat ». Puis j'ai laissé un espace blanc volontaire. Cet espace n'était pas un vide, c'était la place de ma reprise. J'ai refermé. Dans le lit étroit, j'ai attendu le sommeil. Il est venu, cette fois sans méfiance, comme si enfin j'avais une adresse. Je suis retournée voir Élodie avec un sac plus léger et une respiration plus sûre. Dans son petit bureau vitré, elle m'a tendu un sourire bref, celui des personnes qui ont déjà préparé le terrain. Elle avait imprimé un relevé synthétique des 3 derniers mois avec des surlignages sobres. J'ai reconnu mes achats, pharmacie, pain, un plein d'essence et, entremêlés, d'autres lignes minuscules. Des plateformes de courses, des services numériques, un abonnement téléphonique rattaché aux sirènes de mon ancienne micro-entreprise pourtant radiée. Les montants n'étaient pas spectaculaires, mais réguliers, patients. Des dents fines. « On a bloqué la carte », m'a-t-elle dit, « et remplacé vos codes d'accès. J'ai aussi noté dans votre dossier qu'aucune information ne doit être communiquée sans mandat. » J'ai hoché la tête. Elle a posé le doigt sur une ligne. « Vous voyez ce mandat CEPA ? La signature numérisée n'est pas la vôtre. On le voit même sans être experte. » Elle a basculé l'écran. Le paraphe imité ressemblait à un dessin d'enfant, trop appliqué. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque, non pas la honte, mais l'indignation claire qu'on réserve aux choses mesquines. J'ai sorti mon carnet. Date, heure, intitulé, référence de mandat. Est-ce qu'on peut savoir d'où l'espace client a été consulté? Elle a pris le temps d'expliquer. Nous avons des logs. Ils ne peuvent être communiqués qu'à la police ou sur réquisition judiciaire. Mais je peux attester, si on me le demande, qu'il y a eu des connexions inhabituelles. Son professionnalisme ne flanchait pas. Il y avait dans sa phrase un futur possible. Et si vous avez des mails de confirmation des plateformes, gardez-les. Les adresses de livraison y figurent parfois. J'ai pensé à mon téléphone qui peinait à capter, à la boîte mail encombrée où s'entassaient les messages automatiques. Je passerai à la médiathèque, ai-je dit. Je ferai des copies. Nous avons appelé ensemble le service client d'une des plateformes. Élodie n'a pas donné d'informations, elle a seulement demandé la procédure pour contester des débits. Un formulaire, des justificatifs, une pièce d'identité, tout ce que je pouvais produire. Elle a rédigé ensuite à mon intention un petit mémo. Conserver capture d'écran, relevé, numéro de ticket, mail. Ne cliquez sur aucun lien reçu par SMS. Chaque phrase avait l'évidence d'un point d'ourlet. Avant de partir, elle a ajouté « Je vous ai pris un rendez-vous avec Maître Laurent Dubois. Il connaît bien ses affaires, faux, usage de faux, abus de faiblesse. Il vous expliquera la stratégie. » Le mot « stratégie » m'a réchauffé comme une tasse de café. Je n'étais plus seulement une femme surprise dans son sommeil, j'étais une partie qui allait se défendre selon des règles. À la médiathèque, j'ai demandé 1 heure d'ordinateur. Mes doigts habitués au tissu se sont posés sur le clavier avec une prudence étrange. J'ai ouvert ma boîte de réception. Les mails s'égrenaient. Merci de votre commande. Votre abonnement est actif. Confirmation de livraison. J'ai cliqué, j'ai déroulé. À 2 reprises, l'adresse de livraison apparaissait clairement. La rue, l'étage, le code porte. L'adresse de Julien. Mon souffle a vacillé. Puis s'est remis en place. J'ai imprimé, j'ai noté les références. J'ai glissé le tout dans une pochette transparente. En rentrant au foyer, Nadia m'a fait signe. « Des nouvelles ?» Je lui ai montré la pochette. Elle n'a pas posé de questions inutiles. « Bien. Vous avancez. Pour l'audience sociale, on pourra joindre une attestation sur votre situation si l'avocat la demande. » J'ai hoché la tête. À force d'être invisible, on apprend à faire apparaître des traces. Le soir, au réfectoire, la rumeur douce des couverts m'a apaisée. J'ai pensé à Philippe, à ce qu'il aurait dit de ce fatras de papier. Il aurait dit « on met ça à plat ». Alors j'ai étalé, sur le lit étroit, le relevé, les captures, les confirmations, une petite ville de preuves. J'ai numéroté les pages, écrit au crayon un sommaire,
préparé une clé USB avec les PDF, puis j'ai réécouté une fois la voix de Julien me disant que ce n'était plus possible. Le timbre me faisait encore l'effet d'un objet tranchant. J'ai rangé l'audio dans un dossier nommé Messages. La colère aurait été facile. J'ai choisi la rigueur. Le lendemain matin, Élodie m'a laissé un message. Pour votre information, une connexion a eu lieu à votre espace hier à 20h12. Elle a été refusée. Nous avons renforcé la sécurité. Je n'ai pas rappelé. J'ai seulement noté l'heure. Puis j'ai écrit d'une écriture calme. Il tire encore. La couture tient. Dans ma poche, la pochette de preuve pesait d'un poids rassurant. J'avais maintenant un rendez-vous, un avocat et une ligne claire. Rien de spectaculaire. Seulement la vérité qui se rassemble. Le mardi suivant, j'ai pris l'autobus jusqu'au cabinet de maître Laurent Dubois. La vitre vibrait à chaque dos d'âne, mes documents serrés contre moi dans la pochette transparente. Le cabinet donnait sur une place où des platanes gardaient un peu d'ombre. J'ai sonné. Une secrétaire m'a offert un thé, a pris mon nom, puis la porte s'est ouverte sur un homme à la voix basse, costume sans ostentation, regard attentif. Je lui ai tendu le sommaire que j'avais rédigé, mes relevés, les confirmations de livraison, la clé USB, l'audio des messages de Julien. Il n'a pas eu ce sourire condescendant que je redoute chez certains. Il a lu. Nous avons parlé longtemps, par bloc clair. Il a posé des mots comme on pose des jalons. Faux et usage de faux, escroquerie, abus de faiblesse. Votre situation de deuil, la liquidation, l'hébergement précaire, tout cela sera documenté. L'important, c'est la matérialité. Vous avez commencé un travail remarquable. Je me suis tenue plus droite. Il a poursuivi. Premier axe, la preuve. Je mandate un huissier pour constater les messages, vos captures, les pages des plateformes. Deuxième axe, la protection. Référé pour faire cesser les prélèvements et obtenir communication des éléments utiles. Troisième axe, la plainte pénale avec constitution de partie civile. Il a pris une feuille. Nous demanderons également la réquisition des logs auprès de la banque et des services. Je l'écoutais avec cette sensation rare d'un sol qui revient sous les pieds. « Vous n'appelez pas votre fils » a-t-il ajouté. « Vous ne le prévenez de rien. » J'ai acquiescé. Le silence peut être une stratégie. Il a ouvert un classeur, sorti un modèle de plainte et m'a laissé le temps de relire chaque ligne. Les mots n'étaient pas des cris, c'étaient des lignes droites. J'ai signé. À la sortie, l'air m'a semblé plus net. J'ai marché jusqu'à la cathédrale, non pour prier, mais pour traverser sa pierre et rappeler à mon corps ce que c'est qu'une structure qui tient. Au foyer, Nadia m'attendait avec une enveloppe. Domiciliation acceptée, premier courrier redirigé. Elle a proposé de m'inscrire à un atelier couture à la médiathèque. Quelques heures par semaine, rémunérées modestement. J'ai dit oui. Mes mains se sont senties accueillies. Le lendemain, l'huissier est venu au foyer. Un homme silencieux, précis, qui porte sa neutralité comme une science. Dans une petite salle, nous avons ouvert mon téléphone. Il a photographié les messages vocaux, les SMS, les mails, a consigné les adresses, les dates, les heures. Il a imprimé une story de Julien où mon prénom glissait entre deux plaisanteries lourdes. Mon souffle s'est resserré, mais je n'ai rien dit. L'huissier a numéroté, paraphé, relié. À la fin, il m'a remis une liasse reliée d'un ruban. J'ai senti le poids d'un livre qui parle pour vous quand vous êtes fatigué. Maître Dubois m'a appelé en fin d'après-midi. Nous déposons la plainte demain. J'ai saisi le juge des référés pour interrompre les débits et obtenir une provision. Sa voix ne promettait rien d'impossible, elle informait. J'ai noté l'heure, puis je suis descendue au réfectoire. Un potage de légumes, du riz, un fruit. J'ai mangé avec application, comme on suit une ordonnance. Les jours suivants ont pris un rythme. Médiathèque le matin, où je guidais des doigts maladroits sur des ourlets droits. Rendez-vous au centre de santé pour mettre à jour ma couverture. Dossier avec Nadia. Et le soir, tri de papier dans ma chambre étroite. J'ai appris à mettre de côté la tentation d'expliquer. Expliquer est une dépense d'énergie que je préfère consacrer à documenter. Quand la douleur remonte, je range une feuille. C'est un geste simple qui dit plus que 1000 phrases. Un soir, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, une voix sèche. « Madame, je suis l'amie d'un ami de votre fils. Vous devriez arrêter de l'embêter. » J'ai répondu calmement que je n'appelais pas, que je notais seulement. « Ça ne se passera pas comme vous croyez. »
a-t-il ajouté avant de raccrocher. J'ai ouvert mon carnet, inscrit l'heure, le contenu, puis j'ai enregistré le numéro. Je n'ai pas tremblé longtemps. La peur, chez moi, se transforme vite en méthode. Maître Dubois m'a écrit un mail, audience de référé fixée. J'ai joint l'attestation de Nadia et les constatations de l'huissier. J'ai relu 3 fois. Pas de triomphe, pas de fracas, seulement cette clarté. Chaque pas avait une trace, chaque trace un sens. Le soir, j'ai posé ma main sur la table de nuit. Elle était stable, chaude encore du thé. J'ai pensé à Philippe. Il aurait aimé cette exactitude. J'ai fermé la lumière en me promettant de tenir la couture jusqu'au bout, sans hausser la voix. Parce que parfois, c'est la netteté qui venge. Quelques semaines plus tard, l'hiver s'est installé sur Metz, humide et bas. Les vitres du foyer se couvraient de buée dès la tombée du soir. J'avais retrouvé un rythme qui ressemblait à une respiration. Les ateliers couture, les courriers à classer, les rendez-vous au cabinet du bois. Je n'avais plus peur du téléphone, seulement du silence prolongé qu'il laissait derrière lui. Ce matin-là, l'avocat m'avait convoqué pour faire le point. En entrant dans son bureau, j'ai vu les chemises cartonnées empilées sur la table, mon nom inscrit sur la plus haute, tracé d'une écriture droite. Nous avons obtenu la suspension des prélèvements, m'a-t-il annoncé, et la banque s'est engagée à coopérer pour les logs d'accès. Il a feuilleté quelques pages, puis a ajouté « Le parquet ouvre une enquête préliminaire ». Ces mots ont mis dans l'air une gravité presque douce. J'existais désormais dans un dossier judiciaire, non plus comme une rumeur de faiblesse, mais comme une partie civile. Je lui ai demandé s'il était possible de revoir certaines démarches faites par Julien. Il a hoché la tête. Il y a aussi la question de la donation que vous lui aviez faite pour son appartement. J'ai contacté Maître Durand, votre ancien notaire. Le nom m'a remué. Ce notaire-là avait rédigé l'acte quelques années plus tôt, à l'époque où Philippe était encore vivant. Nous voulions aider notre fils à s'installer, nous pensions que la bonté se transmettait sans contrepartie. L'après-midi, j'ai donc traversé la ville jusqu'à l'étude notariale, la même où je m'étais senti fière en signant ce chèque d'apport. Le bureau de Maître Durand n'avait pas changé. Les boiseries, l'odeur d'encre, les dossiers reliés par ruban. Il m'a accueilli avec bienveillance, mais un sérieux prudent. J'ai repris le dossier, m'a-t-il dit. Vous avez fait une donation simple de 15 000 € enregistrée en 2019. L'acte comporte une clause de retour conventionnel, ce qui veut dire qu'en cas d'ingratitude grave, vous pouvez en demander la révocation. Le mot ingratitude a résonné étrangement dans la pièce, à la fois juridique et intime. Il m'a demandé de lui résumer les faits, sans pathos. J'ai expliqué la mise à la porte, les messages, les prélèvements. Il a pris des notes, ajusté ses lunettes, puis a murmuré « Cela entre parfaitement dans le cadre. Nous enverrons une mise en demeure préalable avant la procédure. » Quand il a imprimé la lettre, son imprimante a fait un bruit feutré, comme un souffle de papier. J'ai relu le texte. Chaque mot avait la netteté d'une lame. En sortant, j'ai marché longtemps le long de la Moselle. Le vent soulevait mes cheveux gris, les passants pressaient le pas. Je ne sentais plus le froid. Je pensais à cette clause de retour, et à cette justice calme qui s'invite dans les gestes de la vie. J'avais donné, on m'avait chassé, désormais je reprenais. Non par vengeance, mais pour restaurer un équilibre que Julien avait rompu. Le soir même, je me suis connectée au réseau du foyer. Une notification, un nouveau message vocal sur mon téléphone. J'ai hésité, puis j'ai écouté. La voix de Julien, hésitante, presque étrangère. « Maman, j'ai su que tu avais vu un avocat. C'est exagéré tout ça. On aurait pu en parler. » J'ai fermé les yeux, j'ai respiré lentement. Les mots étaient ceux d'un fils inquiet de perdre la main, non d'un fils repentant. J'ai enregistré le message, l'ai ajouté au dossier. Quelques jours plus tard, Maître Durand m'a appelé. Le courrier recommandé a été réceptionné. Votre fils a pris un avocat. J'ai hoché la tête, même si personne ne me voyait. Le ton neutre du notaire contrastait avec la violence feutrée de la nouvelle. Le soir, Nadia m'a trouvée assise dans le couloir. « Vous tenez ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu simplement « Je range ». Elle a souri sans comprendre tout à fait. Oui, je rangeais. Les papiers, les preuves, mes émotions, chaque document à sa place, chaque souvenir sous contrôle.
En moi, quelque chose de plus solide que la colère s'installait, une clarté. Dans le carnet, j'ai écrit « La générosité ne s'efface pas, elle se défend ». Puis j'ai refermé, sûr d'avoir franchi une frontière invisible. À partir de maintenant, c'était plus une mère blessée qui se battait. C'était une femme qui exigeait qu'on la respecte, comme n'importe quel justiciable. Le matin de l'audience en référé, j'ai enfilé mon manteau noir, celui que je portais aux enterrements, non par superstition, mais parce qu'il m'aide à tenir. Dans la salle, la lumière venait du haut, blanchissant les visages. Maître Dubois m'avait soufflé de ne pas parler, sauf si l'on m'interrogeait. Je me suis assise au premier rang, la pochette claire sur les genoux. En face, un jeune avocat que je ne connaissais pas feuilletait un dossier trop neuf, celui de Julien. Quand l'affaire a été appelée, tout s'est mis à circuler avec une netteté d'eau froide. Mon avocat a posé la demande, interruption des débits contestés, injonction de communication des éléments techniques, log, mandat, coordonnées de livraison, provision à valoir sur les sommes détournées. Le juge a levé à peine la tête, a posé 2 questions, l'une sur l'urgence, l'autre sur le trouble manifestement illicite. Maître Dubois a cité l'état de précarité, le foyer, la domiciliation, les constatations de l'huissier, l'attestation de Nadia, la note d'Élodie. À gauche, l'avocat de Julien a tenté une digression psychologique. Madame a traversé un deuil, elle est fragile, elle confond. Le juge l'a interrompu d'un « restons en nos pièces ». J'ai senti mes épaules se relâcher d'1 millimètre. L'ordonnance est tombée la semaine suivante. Suspension immédiate des prélèvements contestés, injonction faite aux établissements concernés de communiquer, sous quinzaine, les données nécessaires à l'identification des accès et des bénéficiaires, et une provision modeste mais réelle sur le compte de la Caisse des dépôts, à valoir. Je l'ai lu 2 fois, les yeux un peu brûlants. Rien ne rendait l'hiver plus chaud que ces mots secs capables de faire cesser une fuite. Le même après-midi, la police judiciaire a appelé. Ton neutre. Une perquisition était programmée chez Julien dans le cadre de l'enquête. Je n'ai pas demandé l'heure. Je n'avais pas besoin d'images. Le soir, j'ai tenu plus longtemps ma tasse de thé entre les mains, comme pour tempérer le tremblement discret qui s'invitait parfois dans mes phalanges. J'ai noté dans le carnet « Perquisition ». Ce n'est pas une victoire, c'est une étape. Puis j'ai refermé. Le lendemain, un courrier recommandé m'attendait à l'accueil du foyer. Enveloppe blanche, papier glacé. Une lettre de l'avocat de Julien. Les mots s'alignaient, froids, mon instabilité, les propos victimaires, la suspicion de confusion et, comme un clou mal enfoncé, la suggestion d'une habilitation familiale. Je me suis assise au bord de mon lit, j'ai lissé le papier de la paume. J'ai pensé à toutes les femmes qu'on renvoie à la fragilité, comme on renvoie une valise à l'expéditeur. J'ai envoyé le scan à Maître Dubois. Sa réponse a claqué, nous répondrons par pièces. Certificat d'un médecin inscrit attestant l'absence de troubles compromettant votre discernement, attestation de l'assistante sociale, constat de vos activités à la médiathèque et rappel des documents bancaires. La colère en moi a laissé la place à une stricte hygiène. Boire de l'eau, respirer, classer. Dans les jours qui ont suivi, la mécanique s'est emballée, mais je suis restée lente. Un officier m'a reçu pour un complément d'audition. Il a posé des questions précises. Date, heure, montant, adresse de livraison, relation avec mon fils avant et après le décès de Philippe. J'ai répondu sans me diluer. Il m'a parlé des ordinateurs saisis, des téléphones, des cartes SIM. Je ne me suis pas autorisée à imaginer les écrans, les messages, les confirmations. Je me suis contentée de ce que je savais déjà. On avait mordu dans mes comptes à petites dents. Désormais, la mâchoire était vue. Une fin d'après-midi, alors que je repliais des chutes de tissu à la médiathèque, Nadia est passée. Elle m'a demandé si je dormais. Je lui ai dit la vérité. Je dors mieux les nuits où un papier avance. Elle a hoché la tête, comme si elle aussi cousait avec des dates. En rentrant, j'ai trouvé un nouveau message de Julien. Tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Tu vas nous mettre dans des problèmes. J'ai écouté jusqu'au bout pour ne pas me raconter autre chose que ce qui est. Ce « nous » ne m'incluait pas. J'ai enregistré l'audio, l'ai ajouté à l'alias. Je me suis surprise à parler tout bas. Ce n'est pas moi qui mets, Julien. C'est toi qui as tiré. 2 jours plus tard,
L'ordonnance de référé m'a été signifiée par huissier. Le ruban a glissé. Le papier avait une odeur d'encre neuve. Maître Dubois m'a écrit que les premières communications commençaient à arriver. Certaines plateformes avaient confirmé l'adresse de livraison, la banque avait transmis les journaux d'accès, des adresses IP recoupaient un lieu connu. Je n'ai pas jubilé. J'ai rangé. J'ai posé ma main sur la pochette fermée. J'ai senti, sous le plastique, la température exacte de ma vengeance. Froide, régulière, tenable. Puis j'ai soufflé la lumière, en me promettant de ne pas confondre justice et triomphe. La justice, ce soir-là, tenait dans un simple classeur, et il tenait très bien. Le matin de l'audience correctionnelle, j'ai glissé ma pochette sous mon manteau, et j'ai pris place derrière la barrière, comme on prend place dans sa propre histoire. La salle était pleine d'un murmure bas. Quand l'affaire a été appelée, j'ai senti mon cœur battre droit. Maître Dubois s'est levé. Sa voix ne montait pas. Elle découpait. Faux et usage de faux pour le mandat CEPA, escroquerie par prélèvement répété, abus de faiblesse dans un contexte de deuil et de précarité. Il a parlé de date, d'IP, d'adresse de livraison, rien d'inutile. Le président a demandé « Partie civile, observation ». Maître Dubois a rappelé la main courante, l'attestation de Nadia, les constats de l'huissier, la note d'Élodie, puis ce fut au tour des témoins. Élodie s'est avancée, droite dans sa veste bleu nuit. Elle a expliqué simplement le repérage des opérations anormales, les mesures de sécurité, le journal des accès. Elle n'a pas dit Julien, elle a dit l'adresse IP recoupée avec un lieu déterminé. L'huissier a confirmé ses constatations. Captures, stories, SMS, mails, horodatage, tout relié par des numéros et des pages. La rigueur faisait une musique douce. La défense a essayé d'introduire du flou, contexte émotionnel, incompréhension familiale, confusion technologique. Le président a reposé sa question. Qui a bénéficié des commandes? Quelle adresse? Qui a validé? Les pièces répondaient. Le procureur a pris la parole à son tour. Il a requis la culpabilité sur les faux et l'escroquerie, soulignant la répétition des débits et le contexte de vulnérabilité. Pour la peine, il a demandé un sursis assorti d'une obligation de rembourser et une interdiction d'exercer une fonction de gestion pendant un temps. Je l'ai écouté comme on écoute tomber une pluie attendue. Il ne s'agissait pas de laver, seulement de rendre l'air respirable. Le président s'est tourné vers moi. « Souhaitez-vous dire quelque chose ?» J'ai répondu d'une voix basse. « Je n'ai rien à ajouter aux pièces. Je veux seulement que cesse ce qui m'a défaite. » Il a hoché la tête. Le tribunal a mis en délibéré à une date rapprochée. En sortant, je n'ai pas cherché Julien du regard. J'ai senti au creux de ma main le frottement du plastique de la pochette. C'était suffisant. La même semaine, la Chambre civile a appelé notre dossier parallèle. Dans un couloir voisin, moins solennel mais tout aussi tranchant, Maître Dubois a plaidé la révocation pour ingratitude de la donation de 2019. Mise à la porte, violence morale, détournement. Maître Durand avait déposé l'acte authentique, donation simple avec clause de retour conventionnelle. Les mots étaient clairs. Le juge a pris le temps de relire la mise en demeure restée lettre morte, l'ordonnance de référé, l'extrait de l'audience pénale. Le calendrier de mise en état a été fixé, mais l'évidence semblait déjà poser sa main sur la table. Ce que j'avais donné n'était pas un dû, et la loi savait revenir en arrière quand la bonté avait été piétinée. En rentrant au foyer, j'ai rangé l'avis d'audience civile à côté de l'ordonnance de référé. 2 feuillets, 2 pas. Nadia a frappé à ma porte. Nous avons bu un thé sans parler de justice. Elle m'a demandé si j'avais faim, si je dormais mieux. Je dors quand un papier avance, ai-je répété. Elle a souri. Au mur, la lumière d'hiver se déplaçait comme un fer tiède sur une étoffe froissée. Le soir, un message de Julien est arrivé. « Tu vas me ruiner ». J'ai laissé la phrase s'éteindre. Ce n'était pas vrai. Ce qui ruinait, ce n'était pas ma demande. C'était l'ingratitude, cette économie à court terme qui finit toujours en faillite intime. J'ai noté l'heure, archivé l'audio, éteint l'écran. Quelques jours plus tard, Maître Dubois m'a écrit « Le parquet envisage de citer directement. Nous sommes en bonne voie. Côté civil, j'ai sollicité une expertise pour chiffrer le préjudice et les restitutions. Je me suis assise au bord du lit, mains ouvertes. J'ai pensé à Philippe, à sa phrase « On met ça à plat ». Oui, tout était à plat.
visible, numéroté. Je n'attendais plus un retournement spectaculaire. Je voulais la suite correcte, froide, une condamnation claire, un plan de remboursement, la révocation de la donation, la restitution, puis une porte qui se ferme doucement, sans fracas, entre ce fils et moi. J'ai refermé le carnet. Dans le couloir, quelqu'un riait. Dans ma chambre, il n'y avait que la respiration d'une femme qui a retrouvé ses bords. Demain, j'irai à l'atelier de la médiathèque, apprendre à des mains hésitantes à tirer un fil sans le casser. Je leur dirai que la patience n'est pas la soumission. C'est une forme exacte de résistance. Demain, je tiendrai encore. Parce que la tenue, finalement, c'est tout ce que j'ai. Et c'est assez pour traverser le verdict. Le jugement est tombé un mardi à midi. J'étais assise au 3e rang, manteau sur les épaules. Le président a lu d'une voix neutre. Coupable de faux et usage de faux, escroquerie, circonstances tenant à la vulnérabilité de la victime. Peine de prison avec sursis, travail d'intérêt général, obligation de rembourser les sommes distraites et d'indemniser le préjudice moral, interdiction temporaire de gérer. Les mots ont traversé la salle sans me heurter. Ils se sont posés devant moi comme des outils alignés sur un établi. J'ai approuvé en silence. Ce n'était pas une victoire, c'était l'ordre qui revenait. Quelques semaines plus tard, la décision civile a suivi. Révocation pour ingratitude de la donation de 2019, clause de retour conventionnelle activée, restitution des 15 000 € indexés. Maître Durand m'a tendu la copie exécutoire. « Vous n'avez rien volé », m'a-t-il dit simplement. « Vous reprenez ce qui vous appartenait. » J'ai remercié sans emphase. En sortant, l'air était clair et sec. Sur la place, des enfants couraient après un ballon. J'ai pensé qu'ils apprendraient un jour qu'aimer ne dispense pas de poser des limites. Le virement des restitutions est arrivé sur un compte séquestre, puis sur le mien. Maître Dubois a préparé la saisie si nécessaire, mais Julien a payé sous la contrainte des délais. Je n'ai pas répondu à ses messages. J'ai seulement accusé réception par l'intermédiaire de l'avocat. Une phrase courte, exacte. Avec l'argent, j'ai réglé ce qui devait l'être. Puis, j'ai cherché un petit 2 pièces au 3e étage d'un immeuble calme, près de la médiathèque. La fenêtre donne sur des toits en zinc. Le matin, la lumière vient comme un linge propre qu'on étend. À la médiathèque, on m'a proposé de passer de l'atelier bénévole à quelques heures rémunérées. J'ai accepté. Nous reprisons des tricots, nous redonnons du ressort à des assises fatiguées, nous apprenons à des mains hésitantes la régularité d'un pointarière. Chaque jeudi, Nadia passe, boit un thé, prend des nouvelles. Élodie m'a envoyé un mail de courtoisie, une ligne qui disait « Heureuse que tout se soit stabilisé ». Je lui ai répondu que certaines stabilités sont des reconquêtes invisibles. Lucas m'a appelé un soir. Sa voix tremblait un peu. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il aurait dû demander, qu'il était pris entre son frère et la peur de mal faire. Je l'ai écouté longtemps. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'excuses, mais de clarté. « Tu viens dîner si tu veux, mercredi à 19h. » Il est venu. Nous avons mangé une soupe simple et un morceau de cake au zeste de citron, comme autrefois. Je n'ai pas parlé de Julien. J'ai parlé de travail, d'épaisseur de watts, de fils qui cassent quand on tire trop. Il a hoché la tête. Ce n'était pas un retour, c'était un commencement timide. Parfois, dans l'escalier de mon immeuble, je croise une voisine qui porte sa vie comme on porte un sac trop plein. Je lui tiens la porte. Elle me sourit avec cette gratitude discrète des gens qui n'attendent rien. Je pense alors à la Claire d'avant, celle qui posait sa clé sur un buffet pour ne pas déranger. Elle a disparu sans bruit. À sa place, il y a une femme qui sait où elle habite et où sont ses papiers. Un soir, j'ai repris mon carnet. J'ai relu la première page, clé sur le buffet, puis la dernière, restitution perçue. Entre les deux, il n'y avait pas de miracle, seulement des dates, des reçus, des constats, de la patience. J'ai fermé le carnet. Je l'ai déposé sur une étagère, non pas pour oublier, mais pour transmettre. À celles qui vivent pliées pour tenir, je voudrais dire ceci. On vous a appris la douceur, on vous a appris la discrétion, on vous a appris à minimiser ce que vous traversez pour ne pas embarrasser les autres. Gardez la douceur, mais cessez de vous effacer. Prenez un carnet. Écrivez les heures, les phrases, les gestes. Demandez des copies, consignez les mails, faites constater, déposez plainte si nécessaire. Ne criez pas si vous n'avez pas la force.
alignez les preuves. La dignité n'est pas un cri. C'est une ligne droite qu'on trace jour après jour jusqu'à toucher la vérité. Et quand, un matin, la justice prononce votre nom sans trembler, vous n'êtes pas vengé par le malheur de l'autre. Vous êtes rendu à vous-même. Cela suffit.